Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur, je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre avec notre focus. Il a troqué les bureaux pour les sommets, la routine pour l'aventure. Aujourd'hui, Mathieu Blanchard fait partie des figures les plus inspirantes de l'ultra-trail français. Un sport qui repousse les limites du corps et de l'esprit à chaque course. Son portrait à découvrir dans un instant. Et puis elle est avec nous sur ce plateau et elle a une idée derrière la tech, c'est Ethanit Belaïch. Bonjour. Bonjour Lisa. Quel est le sujet de votre chronique ? Je vais vous parler de la musique générée par intelligence artificielle qui est devenue quasi indiscernable de celle créée par les humains, mais je vais vous donner des astuces pour ne pas tomber dans le panneau. Je vous les donne tout à l'heure. En France, environ un élève par classe est concerné par un trouble 10. Des difficultés de lecture qui ont un impact direct, bien évidemment, sur la scolarité, la participation en cours et bien entendu l'autonomie. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à une solution d'assistance, les stylos scanners. Alors comment fonctionnent-ils ? À quoi servent-ils ? Et quels usages pour les élèves, les enseignants et les familles ? On fait le point avec mon invité, Nada El Jarari. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du développement commercial chez Scan Pens. On va en parler dans un instant, mais d'abord, place au focus. Véritable surhomme, Mathieu Blanchard ne cesse de dépasser les limites de sa discipline. Spécialiste de l'ultra-trail, il inspire les gens qui le suivent par ses exploits au pas de course. Une chose est sûre, cet ancien participant de Koh-Lanta n'a pas fini de faire parler de lui. Un rôle modèle signé aujourd'hui à Dylan Kohler. Aujourd'hui, c'est sport. On s'intéresse à un athlète hors du commun, un homme qui court des centaines de kilomètres dans des conditions extrêmes, Mathieu Blanchard. Grand passionné de défis, le natif de Cavaillon grandit en Guadeloupe, loin des montagnes et des sentiers escarpés. Il suit d'abord une carrière d'ingénieur et à son arrivée au Canada en 2014, il découvre la course à pied qu'il commence simplement pour garder la forme. Mais très vite, il se prend au jeu, enchaîne les marathons et tombe amoureux de l'ultra-trail. Consacré à 100% à sa passion, il devient en l'espace de quelques années une figure incontournable de cette discipline. Il se fait notamment remarquer après avoir terminé 2 fois sur le podium de l'ultra-trail du Mont Blanc, dit UTMB, une des courses les plus prestigieuses au monde. J'ai un petit peu d'expérience sur tout un tas d'événements qui peuvent arriver sur un ultra-trail, sur une aventure comme ça. Mais mes principales appréhensions, c'est vraiment la réaction que va avoir mon corps face au dénivelé et puis à l'altitude. C'est pas facile, hein. J'ai déjà un peu mal à la tête. On dirait que le corps et l'esprit te donnent toujours le goût de perdre confiance en toi. Faut prendre ça comme des micro-défis en permanence. En 2019, il participe à l'émission Koh-Lanta les 4 terres, où il se distingue par ses performances physiques, bien que son aventure soit écourtée par un collier d'immunité. Cette expérience accroît sa notoriété et lui permet de partager sa passion pour le trail avec un public plus large. Mais c'est en octobre 2024 qu'il frappe fort, en remportant pour sa première participation la Diagonale des Fous à La Réunion. Une course de 175 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Mathieu en a dans les jambes. Et comme il ne fait pas les choses à moitié, il remporte début février 2025 le Yukon Arctic Ultra, course de plus de 600 km dans des conditions polaires. Température allant jusqu'à moins 40 degrés, isolement total, rationnement extrême, une épreuve où l'endurance physique ne suffit pas et où la force mentale prime. Véritable couteau suisse, Mathieu Blanchard est aussi un créateur de contenu passionné. Sur sa chaîne YouTube, suivi par des milliers d'abonnés, il partage son quotidien de sportif de haut niveau, entre préparation, entraînement et stratégie de course. Un véritable voyage dans les coulisses d'aventures hors normes. Une source d'inspiration pour tous ceux qui souhaitent se dépasser au-delà de leurs limites. Prêt pour partir à l'aventure. Je vous dis à bientôt. Ciao! Les données sont claires et sans appel. Sans aide adaptée, 80% des enfants atteints de dyslexie auront encore des difficultés de lecture une fois adultes. Et pourtant, dans les classes, l'accompagnement manque parfois de moyens. Heureusement, certaines technologies permettent aujourd'hui de soutenir la lecture de façon discrète et autonome. C'est le cas des Scan Pens, qui ressemblent un petit peu à un gadget des Totally Spies, mais avec une vraie utilité pédagogique. On en parle tout de suite dans la première partie du talk.
Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, Nada El Jarari. Vous êtes donc responsable du développement commercial chez Scanning Pens. Alors on va peut-être commencer par ce qu'il y a de plus simple. Vous êtes venu aujourd'hui avec un Scanning Pens. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est? Oui, alors c'est très simple. Les Scanning Pens en fait sont des stylos d'aide à la lecture. Donc pour les enfants, étudiants, adultes, personnes qui ont des besoins spécifiques qui affectent leur accès au texte, à la compréhension, la lecture. Donc le but c'est de pouvoir les autonomiser et leur permettre d'avoir un outil qui permet vraiment de pouvoir lire seul sans devoir appeler un enseignant, un adulte ou une autre personne. Donc pouvoir leur donner un petit peu plus l'amour de la lecture autonome. Alors votre entreprise est née il y a déjà quelques années, en 2003 si je ne me trompe pas. Alors quelle a été finalement l'intuition de départ? Pourquoi avoir lancé Scanning Pens? Nous avons 2 PDG, donc le berceau de l'entreprise est en Angleterre. L'un des 2 est justement dyslexique, donc à l'issue de ses études, il voulait justement pouvoir participer à l'avancée des technologies dans ce marché-là pour les personnes à besoins spécifiques et particulièrement les personnes dyslexiques. Et le but, c'était justement pouvoir offrir cette autonomie que lui-même n'avait pas durant ses études et c'était un succès. Bon, à qui vous vous adressez en priorité? Donc, évidemment, les personnes atteintes de dyslexie, mais j'imagine qu'il y a d'autres troubles liés à la lecture. Et aussi en termes d'âge, à partir de quel âge on peut utiliser un Scanning Pens? Alors, c'est un produit pour lequel la cible est très, très, très vaste. On a bien sûr les enfants et adultes dyslexiques, les étudiants. On a aussi d'autres personnes qui ont des besoins spécifiques qui affectent la lecture. Ça peut être un spectre autiste, de la trisomie, ça peut être aussi une vision assez basse où l'enfant a du mal un peu à déchiffrer le texte, surtout dans les manuels où ça peut être un petit peu petit. Donc, à partir du moment où il y a un problème au niveau de la lecture, le stylo peut y répondre. Et en termes d'âge, l'utilisation va être différente. Donc si c'est un enfant, ce sera surtout pour la salle de classe, parce qu'on n'a pas le droit au smartphone, on n'a pas le droit forcément à utiliser un écran. Pour un adulte, ce sera plutôt dans un cadre d'examen, donc pour un concours ou quelque chose où on a besoin parfois d'une aide humaine. Le but, c'est de pouvoir la remplacer pour avoir quelque chose, encore une fois, d'assez autonome. Et pour un étudiant également, ça peut être aussi dans le cadre d'un examen, dans le cadre d'un travail où il y a des données assez fragiles, assez sensibles qu'il ne faut pas laisser fuiter. Donc le but, c'est de pouvoir avoir aussi cette sécurité. Donc ça peut s'utiliser dans plein de cadres différents en fonction de l'âge. C'est une cible assez large. Alors concrètement, comment est-ce que ça fonctionne, ce stylo scanner? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on l'a? Donc c'est un peu comme un stabilo en fait. On l'utilise, on va surligner le texte, la phrase, la consigne et ça va tout de suite relire à haute voix. Donc, il y a une prise jack, on peut mettre ses écouteurs, on peut mettre son casque. Le but, c'est que ce soit très discret en classe, que ça ne fasse pas de bruit. Et en fait, je vais scanner, écouter. Si j'ai envie de réécouter plus tard sans devoir scanner à nouveau, j'enregistre mon texte et je peux y aller autant de fois que je veux. Pas de Bluetooth pour les écouteurs encore? Le dernier modèle, oui. Les anciens, non. Surtout par rapport aux écoles qui préfèrent justement qu'il n'y ait pas de Bluetooth au niveau du stylo. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il va lire comme type de texte? Est-ce que ça prend tout en charge? Je pense, par exemple, donc effectivement, on parlait des livres, mais est-ce qu'il y a l'écriture peut-être manuscrite aussi? Est-ce qu'on va avoir les supports électroniques? On lit parfois sur tablette. Est-ce que ça, c'est pris en charge aussi? Alors, pas encore. Pour l'écriture manuscrite, malheureusement, la marge d'erreur est encore trop importante. Donc, pour l'instant, c'est surtout du papier, de l'imprimé. Ça peut être un manuel, un livre, un dictionnaire. Ça peut prendre d'une police assez petite. Tout ce qui est imprimé, ça va le prendre. Le manuscrit, pas encore, malheureusement. Bon, c'est la prochaine étape et je suis sûre que ça sera l'occasion d'en reparler. Est-ce que c'est un outil qui va nécessiter une connexion Internet ou est-ce que du coup, il peut être utilisé en toutes circonstances? Alors justement, le but, c'est qu'on puisse l'utiliser en classe sans Internet. Donc, on a, pour les 3 modèles, la lecture ne nécessite aucune connexion. On va avoir le dictionnaire, l'enregistreur vocal, le mode examen, tout ce dont on a besoin sans connexion. On a par contre un 3e modèle qui est de la traduction. Pour celui-là, on va avoir 5 langues hors connexion, donc français, espagnol, anglais, allemand, italien. Et quand on a une connexion Internet, là, par contre, on va en avoir 40, avec lesquelles on pourra faire plein de combinaisons différentes, de l'anglais vers l'arabe, du russe vers l'ukrainien. Enfin voilà, on peut faire un peu toutes les combinaisons. Donc, c'est la seule chose qui nécessite de la connexion. Alors là, du coup, on sort finalement du côté le stylo qui vient juste aider à la lecture. Ça devient un stylo de traduction, donc ça peut être utilisé par tout le monde, si je le comprends bien. Oui, bien sûr. On l'utilise beaucoup pour les enfants à besoins spécifiques qui sont collège-lycée, qui ont du coup des cours de langue, qui veulent avoir le même support en cours d'espagnol, allemand, mais aussi pour les enfants allophones qui ont du mal justement en français, qui ont besoin de ce support. Donc oui, avec la traduction, on peut viser un public encore plus large.
Bon, votre technologie, est-ce qu'elle évolue régulièrement? J'entends par là, par exemple, le fait que vous avez un dictionnaire intégré dans vos stylos. On sait que les dictionnaires sont régulièrement mis à jour, qu'il y a de nouveaux mots qui entrent régulièrement. Est-ce que du coup, de votre côté, vous avez des mises à jour sur le stylo? Oui, bien sûr. Donc, le stylo, on a un câble d'alimentation et en fait, nous, sur notre site Scanning Pens, on met en place les mises à jour disponibles. Donc, quelqu'un qui a acheté le stylo il y a 9 ans aura les mêmes mises à jour que celui qui l'a acheté hier. Donc, quand on met un nouvel accent, par exemple, en anglais, on va avoir l'accent indien, australien, irlandais. Dès qu'il y en a un disponible, on peut le mettre. Pareil pour le français. Pour l'instant, on a le québécois et l'accent européen, donc français. S'il y a un nouveau dictionnaire, une nouvelle voix, un nouveau paramètre, il pourra être disponible à l'aide du site Internet. Alors, quand vous vous êtes lancé il y a plus de 20 ans, le marché était très différent, bien évidemment, on l'imagine. Mais aujourd'hui, beaucoup de smartphones intègrent directement une fonction de synthèse vocale. Si ce n'est pas le cas, il y a des applications qui le font directement sur un smartphone. Alors, en quoi un stylo de lecture est-il différent de ces outils? Qu'est-ce qu'il apporte de plus, de différenciant? Alors déjà pour le cadre d'une classe, donc dans un cadre scolaire, c'est impossible d'utiliser smartphone. Donc c'est pour ça qu'on a quand même une cible assez... la principale cible du coup, ce sera surtout le côté scolaire. Mais également par rapport à la distraction en fait, des enfants. Aujourd'hui, on a déjà un problème au niveau des écrans. Tous les enfants, c'est quelque chose qu'on essaie de combattre beaucoup. Donc si en plus de ça, on rajoute un écran pour sa lecture, pour les devoirs, pour les livres, ça aide pas forcément le problème. Donc le but, c'est de pouvoir avoir justement une solution sans distraction, sans écran, sans YouTube, sans rien du tout. On peut vraiment juste lire et c'est tout. Donc ça, ce sera pour la classe. Et après, forcément, pour le cadre d'un examen, pour des raisons de triche et d'égalité, en fait, on ne peut pas utiliser un smartphone. Donc, encore une fois, ça répond à ce problème-là. Et ça, aujourd'hui, dans les examens, vos stylos sont acceptés? Alors, officieusement, oui. On a les validations à l'étranger. On est en train de travailler pour en avoir une en France. Mais ça arrive. Alors, on l'a dit, l'un des gros enjeux de votre outil, c'est bien évidemment l'autonomie. Et ça se traduit aussi, j'imagine, par un regain de confiance aussi chez les élèves. Bien sûr. Le fait de ne pas devoir demander, encore une fois, à l'enseignant de relire, de comprendre la définition du mot, comment on le dit, c'est déjà très déstigmatisant et ça donne un vrai gain de confiance à l'élève. Ça, c'est quelque chose que vous avez pu observer, des retours de terrain, le fait qu'effectivement, d'avoir un stylo, c'est moins stigmatisant. J'imagine que quand on est enfant, c'est peut-être même un peu cool, finalement, d'avoir un stylo qui lit quand on a ses camarades à côté. C'est ça, et puis c'est très petit, on le met dans la trousse. Quand on en parle aux enfants, aux enseignants, on ne parle pas de technologie, on ne parle pas d'outils, c'est un stylo comme un autre. On le met dans sa trousse, on l'utilise, on le range, et honnêtement, ça se passe très bien avec eux. Bon, il est déjà temps de prendre une petite pause dans nos discussions. On va continuer bien évidemment à parler des Scanning Pens. Mais d'abord, faisons un tour du côté de la planète tech. C'est la crème de la crème d'Internet, c'est la sélection de Dylan Kohler.
Si vous nous rejoignez sur School TV, bienvenue dans l'école du futur. On parle aujourd'hui d'inclusion, d'autonomie et de nouvelles solutions pour soutenir les élèves en difficulté avec la lecture. C'est avec mon invité Nada El Jarari, responsable du développement commercial chez Scanning Pen. On va continuer à en parler dans un instant bien évidemment, mais d'abord place à la chronique d'Etanit Belaïch qui a une idée derrière la tech. Tenez-vous bien, 97% des personnes sont incapables de savoir si la musique qu'ils écoutent vient d'un humain ou bien d'une intelligence artificielle. 97%, et oui, vous en faites probablement partie. Alors, on n'entend plus la différence, Etanit. C'est ce qui ressort d'une étude dévoilée il y a quelques jours par la plateforme de streaming musical française Deezer et l'Institut de sondage Ipsos. Effectivement, cette étude elle a été réalisée du 6 au 10 octobre sur 9000 personnes dans 8 pays, dont la France, les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore le Japon. Les enquêteurs ont fait écouter 3 morceaux rock aux participants sans jamais leur dire d'où ils venaient. 2 titres sortaient tout droit de logiciels d'intelligence artificielle et le 3e était un morceau produit par un véritable groupe britannique des années 70. Alors vous l'avez dit, la quasi-totalité des personnes interrogées sont tombées dans le panneau et pour être un peu plus précise, même si les sondés avaient 2 bonnes réponses sur 3, leur simple erreur les classait quand même automatiquement dans la catégorie des échecs. Alors en attendant, les morceaux générés par intelligence artificielle se multiplient sur les plateformes de streaming musical. C'est carrément un morceau sur 3 qui est publié chaque jour sur Spotify. Les internautes le remarquent d'ailleurs et j'en ai moi-même été victime à travers la playlist découverte de la semaine, la fameuse playlist de Spotify censée nous aider à découvrir 30 morceaux parfaitement adaptés au goût de chacun chaque semaine. Personnellement, j'ai eu le droit à un single de rock psychédélique, comment dire, a priori de haute qualité, sauf que quand j'ai voulu me renseigner sur le duo derrière cette création, eh bien, il m'a suffi de quelques minutes pour découvrir la supercherie. Parce que quels sont les signes qui ne trompent pas quand c'est de la musique Eh bien, il y a d'abord la couverture d'album. Est-ce qu'elle est lisse? Est-ce qu'elle est floue? Est-ce qu'elle est réaliste? En général, c'est un peu ce qui trahit les chanteurs générés par intelligence artificielle. Regardez justement la pochette du single dont je vous parlais il y a quelques instants. Elle est effectivement assez floue. À l'opposé, plus une couverture va être nette, originale et réfléchie, plus elle a de chances d'être réelle, comme celle de la chanteuse Björk. On voit ici son album Post, sorti en 1995. Et il y a aussi le nom d'artiste qui peut vous alerter. Est-ce qu'il correspond au nom d'un genre musical? Est-ce qu'il correspond à une personne qui existe? Ou même, est-ce que c'est une référence à quelque chose? Clairement, quand l'artiste que vous écoutez s'appelle Anatolian Psychedelic Rock, il y a de quoi s'interroger sans compter une absence de traces en ligne. Et alors, si le nom semble réel? Eh bien là, regardez d'abord s'il est prolifique ou pas. S'il sort un grand nombre d'albums sur un temps réduit, ce n'est pas bon signe, mis à part le rappeur marseillais Jul, qui est connu pour sortir des tubes aux fréquences rapprochées. Un artiste, on le sait, a besoin de plusieurs mois, voire de plusieurs années pour donner corps à ses paroles. Aussi, n'hésitez pas à vous tourner vers ses clips, en tout cas s'il en a sorti. Je vous donne l'exemple de la sensation de l'automne aux États-Unis. J'ai nommé le cow-boy Breaking Rust, avec son titre Walk My Walk, sorti le 16 octobre dernier, qui truste la première place du classement country dans le pays. Avec sa voix cassée, ses paroles sur les galères du quotidien et sa couverture d'album, tout semble coller jusqu'à ce que vous tombiez sur le pseudo-clip de Walk My Walk. Il tourne autour d'un homme qui marche de dos, Stetson sur la tête. Et c'est en fait normal parce qu'il repose sur des animations de la couverture d'album. Regardez. Animé manque de précision, mais alors pourquoi les plateformes laissent-elles proliférer ce genre de contenu ? Eh bien, tout simplement pour s'enrichir. C'est en fait un moyen pour les applications de payer moins de droits d'auteur aux petits artistes et même tout simplement aux artistes. Mais certains agissent comme le français Deezer. Même si plus de 40 000 morceaux chaque jour sont créés avec l'IA et sont publiés sur la plateforme, l'application développe en ce moment un logiciel pour les détecter et puis les effacer de son système. Bon, peut-être qu'un jour, un peu comme OpenAI avec son réseau social Sora, qui repose complètement sur des vidéos générées par IA, des applications musicales du même acabit émergeront. En attendant, gardez en tête les bons réflexes à adopter pour ne pas vous faire avoir. Merci beaucoup, Etanit Belaïch, pour cette chronique. Nous, de notre côté, on va reprendre notre discussion sur les scanning pens, puisque dans la première partie, on a découvert comment fonctionnaient ces stylos scanners et ce qu'ils peuvent changer dans le quotidien d'un élève. Dans cette deuxième partie, on va plutôt s'intéresser aux usages concrets en classe, à la maison, auprès des élèves allophones et aux enjeux plus larges d'autonomie et d'égalité des chances.
Alors, je le disais dans la première partie d'émission, nous avons évoqué le fonctionnement de vos stylos scanners. Alors, on peut les utiliser donc à l'école, mais on peut aussi les utiliser à la maison pour les devoirs qui peuvent être un petit peu compliqués. C'est aussi pour ça que vous les avez créés, ces stylos. Bien sûr, l'autonomie, on veut qu'elle soit accessible dans tous les cadres, que ce soit à la maison, à l'école, en examen, à la bibliothèque. Donc le but, c'est qu'ils puissent l'utiliser en faisant ses devoirs, en lisant son texte, en lisant le livre qu'il faut lire pour l'école. Le but, c'est que ce soit vraiment, que ça l'accompagne en toute situation. Alors du coup, du côté des parents, j'imagine que vous avez peut-être eu des retours. Est-ce que certains élèves, justement, reprennent le goût à la lecture, au fait de pouvoir faire leurs exercices? Parce que j'imagine que forcément, avec un retard de lecture, on peut aussi avoir du décrochage scolaire. Bien sûr, le premier retour, au-delà du gain de confiance, c'est justement l'amour de la lecture. Surtout qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, on essaye de donner d'autres alternatives aux écrans. Les livres, c'est ce qui arrive en premier. Et justement, ces stylos-là, ça aide à pouvoir donner cet amour, donner cette autonomie et pas toujours devoir lire pour l'enfant, lui expliquer le mot. Ça peut être un petit peu compliqué ou fatigant s'il est seul. Là, ça lui permet d'être seul, mais pas tellement. Donc, c'est assez pratique. Alors, aide à la lecture ou est-ce que c'est un outil aussi qui apprend à lire? J'entends par là, l'objectif est-il finalement un jour de pouvoir délaisser ce stylo ou alors finalement ça devient un petit peu un gadget qu'on garde tout au long de sa vie C'est la remarque qu'on nous fait dès qu'on présente le stylo, surtout pour les professeurs. Le but, c'est pas que ce soit sa béquille toute sa vie. Le but, c'est que justement, ça l'accompagne vers une autonomie réelle. Donc en fait, pour les enfants qui ont des besoins spécifiques, ils ont parfois des facilités au niveau de la mémoire audio. Donc en fait, le fait d'entendre le mot, d'entendre le texte en le lisant en même temps, de pouvoir repartir sur le mot, ça leur permet de pouvoir justement le lire plus facilement, plus rapidement. Donc on a fait des études de cas avec plusieurs enfants sur une durée de 2 mois. Et en fait, on se rend compte que leur taux de rapidité et de compréhension du texte, c'est ça qui vraiment va s'accélérer et va s'améliorer durant la période où ils utilisent le stylo. Alors, est-ce qu'avec vos études, vous avez peut-être aussi mesuré dans ce cas-là pendant combien de temps finalement un enfant ou un adulte va utiliser ce stylo avant de pouvoir peut-être justement voler de ses propres ailes? Alors en moyenne, sur 8 semaines, on estime une progression de 10 mois. Donc en fonction de l'enfant, les professeurs vont voir quel est le niveau réel qu'il a. S'il est en SM2 mais qu'il a un niveau de lecture plutôt vers le CE2, on va estimer en fonction de l'utilisation du stylo combien de temps il lui faudra. Et le but, c'est que petit à petit, il l'utilise moins, mais qu'il l'utilise dans des situations comme l'examen par exemple, des situations où forcément il faudra quand même une aide, il faudra quand même un outil de compensation, mais que ce ne soit pas une béquille quotidienne. Par ailleurs, est-ce que vous observez encore des idées reçues ou peut-être des réticences face à ce type d'outils? J'imagine par exemple c'est de la triche et dans ce cas-là, comment y répondre? Bien sûr, alors c'est la deuxième question qu'on nous pose. En termes de triche, forcément, c'est une idée reçue, un outil de compensation, comme ça s'appelle. Forcément, c'est pour compenser un problème, comme des lunettes pour quelqu'un qui ne voit pas très bien. Donc, le but, forcément, c'est de pouvoir être égal avec tous les autres enfants. Donc, on a quand même mis des dispositions pour, par exemple, les examens. Donc, on a un stylo qui est fait, qui n'a aucun stockage. Et on en a un autre qui, du coup, aura le stockage du dictionnaire, mais aura un mode examen où l'enseignante pourra mettre un code, ce qui effacera les données le temps de l'examen, remettra le code à nouveau et retrouvera tout. Donc, c'était justement pensé pour que tout le monde soit égaux, que ce soit pour de la triche ou pour la lecture, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Bon, alors on l'évoquait en première partie d'émission, vous avez aussi un stylo qui fait de la traduction, donc pour les élèves qui apprennent le français. En quoi, là, ça va pouvoir les aider spécifiquement, ce stylo? Alors le but, c'est justement de pouvoir avoir accès à une traduction quand le professeur n'est pas disponible pour expliquer ou ne comprend pas la langue. Malheureusement, aujourd'hui, on ne parle pas toutes les langues. Pour les professeurs, il y a certaines langues, le bulgare, le russe, l'ukrainien, c'est assez compliqué. Donc, du coup, le but, c'est qu'ils puissent avoir accès à cette langue-là en classe, qu'ils puissent aussi avoir accès à la prononciation en français. Donc, dans les deux sens, il y a un mot en français qu'ils veulent comprendre en bulgare ou en quelle que soit la langue, ou un mot en bulgare qu'ils veulent pouvoir traduire pour pouvoir le donner à leur professeur. Le but, c'est d'avoir cet accès-là et encore une fois, de pouvoir lire. En ayant l'audio et le visuel, c'est très facile de pouvoir du coup apprendre le français. Bon, les élèves allophones sont parfois anxieux, on le sait aussi, à l'idée de lire à voix haute. J'imagine que votre outil il permet aussi de regagner en confiance à ce niveau-là, effectivement, avec le fait de pouvoir entendre les mots. Oui, exactement. Donc on a un mode pratique où on va revoir tous les mots qui ont été enregistrés, qui n'ont pas été compris, et on pourra voir ensemble la prononciation. Donc on a juste à cliquer, la prononciation sera dite, et là ils pourront le répéter jusqu'à maîtriser le mot. Et Tanit? Est-ce qu'il y a une marge d'erreur quand on utilise votre stylo scanner?
Il y a une petite marge d'erreur, surtout due à l'utilisation du stylo. Donc parfois, les enfants dyslexiques vont être aussi dyspraxiques, donc ils peuvent avoir du mal en termes d'utilisation pour faire glisser le stylo. Donc si l'enfant tremble un peu trop ou qu'il va trop vite, il peut y avoir une marge d'erreur, mais ça va, on s'en sort pas trop mal. On a des enfants justement qui sont dyspraxiques et dyslexiques et honnêtement, ils s'adaptent très vite, donc ça se passe plutôt bien. Est-ce que vous travaillez à trouver une solution peut-être pour résoudre cette marge d'erreur? Bien sûr, donc ça fait partie des mises à jour. Donc on essaye justement avec l'aide de l'IA et avec l'aide de la technologie de pouvoir faire en sorte que malgré le tremblement, le stylo puisse quand même prendre en compte le mot. Et parfois la marge d'erreur, ça va être par exemple s'il y avait un S, il va pas le voir ou un E, il va le rajouter. Donc c'est quand même lisible. Mais oui, on y travaille pour que ce soit aussi parfait que possible. Et justement vis-à-vis de l'intelligence artificielle, est-ce que vous avez à ce jour, justement, des mises à jour que vous imaginez dans un futur assez proche sur lesquelles vous travaillez, puisque l'IA fait quand même partie des outils qui font le boom. On en parle régulièrement ici, notamment dans l'EdTech. Bien sûr. Mais de toute façon, il y a toujours du progrès à faire. Le but, c'est qu'on puisse avoir un outil qui aide aussi au niveau de la dictée vocale pour les enfants qui n'arrivent pas très bien à écrire, qu'on puisse avoir plus de langues, qu'on puisse avoir plus de textes, plus de mémoire. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait faire encore sur le stylo. Bon, on imagine qu'une telle technologie a tout de même un coût. Alors, quel est le prix d'un scanning pen? Alors, ils sont autour de 300 € hors taxe en fonction du modèle. Mais on a en France des aides. Donc, pour les enfants qui sont reconnus par la MDPH, ils sont pris en charge. Et pour certains enfants allophones, par exemple, parfois on peut être amené à voir directement avec les mairies pour avoir des fonds, pour avoir des bourses. Et parfois, c'est les écoles qui achètent directement et mettent à disposition les stylos pour les élèves. Bon, vous l'aurez compris, derrière un petit outil se joue un enjeu immense, celui de permettre à chaque élève de lire et d'apprendre avec confiance. Merci beaucoup Nada El Jarari d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes responsable du développement commercial chez Scanning Pens. Merci aussi à Etani Belaïch pour sa chronique. Et rappelez-vous, quand vous écoutez de la musique, maintenant il faut faire attention, c'est peut-être de l'IA. Merci beaucoup aussi à Édouard Degnaud et aux équipes en régie d'avoir produit cette émission. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.